Bonjour à tous. Donc, nous nous retrouvons en ce début d'après-midi pour une conférence sur l'actualité de droit de la construction, l'actualité du premier trimestre 2021 du droit de la construction, donc organisée par Opération Immobilière et la revue et la base de données Moniteur Juriste. Je remercie Cyril Croix, donc avocat au barreau de Paris et au cabinet Seban, d'avoir accepté d'animer cette conférence. Sur le slide suivant, vous pourrez voir, voilà, merci. Vous pourrez voir les questions, le mode opératoire des questions que vous pouvez poser pendant cette conférence. Et notre intervenant y répondra à la fin. Voilà, il me reste à passer la parole donc à Cyril Croix pour cette conférence. Bonjour à tous. Merci d'être présents et de participer à ce webinaire relatif au droit de la construction. Voilà, donc au cours de ce webinaire, nous allons évoquer divers points assez importants qui concernent l'évolution jurisprudentielle de ce dernier trimestre. Vous voyez donc à l'écran le sommaire que nous aborderons au cours de ce webinaire. Donc en actualité jurisprudentielle, une grande partie, bien évidemment, en droit de la construction est consacrée à l'application de la garantie décennale. Puis nous aborderons quelques décisions importantes qui concernent le droit de l'assurance construction. Et puis, un petit focus sur des décisions très récentes dans le domaine de la réception de travaux, ainsi qu'un point également assez important qui concerne la prescription. Bien évidemment, bon, l'actualité est assez chargée. Il y a eu un choix qui a été fait sur les différentes décisions de jurisprudentielle. J'attire votre attention sur le fait que les références de l'ensemble des arrêts que nous allons évoquer sont mentionnées dans les slides qui suivront, et vous pourrez bien évidemment relever les numéros et retrouver les décisions importantes directement sur Légifrance lorsque la décision n'a pas été retranscrite dans les slides. Puis, nous aborderons en fin de webinaire deux points quand même assez importants qui concernent une évolution réglementaire, à savoir l'apparition, la publication des nouveaux CCAG et l'application du décret numéro 2020-18-17 concernant les déchets. Voilà, donc le programme de ce webinaire. Donc nous allons bien évidemment commencer par les questions relatives à la garantie décennale, par un arrêt. Alors, aussi une précision, je vais citer les références des arrêts. Alors, ils sont tous de la troisième chambre de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui est la chambre qui s'occupe du droit de la construction. Donc, toutes les décisions sont des décisions de la troisième chambre. Donc, nous avons là un arrêt donc, du 19 novembre 2020 qui vient remettre un petit peu d'ordre sur un des fondements de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir la préexistence d'un ouvrage, puisque bien évidemment la garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que préexiste un ouvrage. Or, en pratique, il s'avère encore aujourd'hui que devant les juridictions, tant les magistrats que les parties, les conseils, ont tendance à éluder un point essentiel qui est la question de la qualification d'un ouvrage. Cette question est très rarement abordée finalement dans les dossiers qui sont amenés à être soumis aux juridictions. Cette qualification de l'ouvrage est donc le préalable nécessaire à la mise en œuvre de la garantie décennale. Alors, la problématique, c'est que ni la jurisprudence, ni la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité des constructeurs ne définit la notion d'ouvrage. Et c'est par la jurisprudence
que ce critère a évolué et bien évidemment, on a constaté au fur et à mesure du temps que la Cour de cassation a entendu de manière très extensive la notion d'un ouvrage et qu'elle appliquait cette notion à n'importe quel travaux, alors que la notion même d'ouvrage n'était pas en mesure d'être appliquée. En effet, depuis 2017, voire même depuis 2016, la Cour de cassation autorisait la mise en œuvre de la garantie décennale dans le cadre de l'installation d'éléments d'équipement, non seulement sur des ouvrages neufs, mais également sur des existants, ce qui a élargi le champ d'application des garanties décennales au-delà de ce qui était prévu, puisque on a notamment appliqué la garantie décennale à l'installation de pompes à chaleur dans des ouvrages existants, ce qui ne correspondait plus aux critères initiaux de la définition de l'ouvrage. Alors, dans cette décision, la Cour de cassation vient rappeler, au terme d'un dispositif assez clair et assez rigoureux, ce qui n'était pas toujours le cas précédemment, ce qu'est un ouvrage. Et dans ce cas d'espèce-là, il s'agissait d'une installation d'un système de chauffage, et l'installateur ainsi que son assureur en garantie décennale estimaient qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage, puisque l'assureur et le constructeur ne voulaient pas voir les garanties décennales mobilisées. Parce que l'entrepreneur estimait qu'il s'était contenté de fournir et de mettre en place une installation de chauffage. La Cour de cassation a balayé l'argument et se contente de reprendre les éléments relevés par les juges d'appel pour implicitement considérer suffisant à caractériser l'ouvrage le descriptif des travaux. En effet, la Cour de cassation a estimé que les travaux qui impliquaient tout de même une installation entière de climatisation dans un hôtel, avec la pose de compresseurs, de climatisateurs, la pose de gaines et de canalisation d'air dans et à travers les murs du bâtiment, suffisaient et permettaient de qualifier la notion d'ouvrage. Alors, il s'agit là vraiment d'un revirement presque jurisprudentiel, puisqu'il y a une notion qui était antérieurement qui avait été émanée de la Cour de cassation, que certains auteurs avaient qualifié de quasi-ouvrage. Alors, c'est une notion qui n'existe dans aucun texte, mais finalement, par extension, et à force de qualifier n'importe quel travaux d'ouvrage, on était arrivé à la définition de quasi-ouvrage pour n'importe quel travaux. Donc là, la Cour de cassation vient remettre un petit peu d'ordre et vient dire qu'effectivement, la notion d'ouvrage est assez précise. La Cour de cassation redéfinit donc le périmètre de la notion d'ouvrage qui avait été utilisé de manière extensive. Donc, je vous ai mis en référence l'arrêt initial du 3 avril 2016 qui était la base de la notion de quasi-ouvrage, et désormais la mise en œuvre de la garantie décennale n'est plus possible lorsqu'il y a la mise en œuvre d'éléments d'équipement sur des ouvrages existants. Donc, ce qui écarte finalement l'application des garanties décennales pour tout ce qui est système de pompe à chaleur qui viennent notamment, ou chauffage, qui viennent être mis en œuvre dans un ouvrage existant. Voilà, donc c'est vraiment une distinction entre la fourniture et la pose. Là, la Cour de cassation estime que, compte tenu de l'importance des travaux et le fait qu'il y ait des modifications de la structure du bâtiment pour la mise en œuvre de ces travaux-là, la notion d'ouvrage peut être retenue en cas d'espèce. Donc voilà, on est là vraiment dans une redéfinition et un petit peu un caractère assez rigoriste de ce qu'est la notion d'ouvrage par rapport à la Cour de cassation qui avait tendance à qualifier n'importe quel travaux d'ouvrage. Sur une décision également assez importante qui a été rendue par la Cour de cassation le 4 mars 2021, c'est-à-dire vraiment tout récemment, concerne la notion de la mise en œuvre de la responsabilité d'un constructeur sur des travaux réalisés antérieurement. Alors, il est intéressant de parler de cet arrêt, car il revient ainsi sur une problématique assez fréquente, à savoir quand les travaux de reprise de désordre de nature décennale se révèlent insuffisants. Alors, en l'espèce, on était sur un pavillon qui avait été réalisé
assez récemment et sur lequel le maître d'ouvrage avait constaté l'apparition de fissures et un tassement de sol. Très important. Le maître d'ouvrage avait fait intervenir une entreprise assez connue sur le marché pour procéder à des travaux de reprise par injection dans le sous-sol. Mais malheureusement, ces travaux de reprise n'avaient pas résolu le problème. Bien au contraire, outre le fait que les travaux d'origine persistaient, il s'est avéré que de nouvelles fissures étaient apparues à la suite de ces travaux de reprise. Alors, le maître d'ouvrage confronté à ces problématiques a fait le choix d'assigner non pas le constructeur d'origine, alors qu'il aurait pu le faire puisqu'il était toujours dans le délai de garantie décennale, il a fait le choix d'assigner l'entreprise qui est intervenue pour procéder aux reprises. Et cette mise en cause a été faite sur le fondement de la responsabilité décennale, mais également à l'encontre de son assureur. Pour retenir pour retenir la responsabilité décennale de l'entreprise qui est intervenue sur la reprise des travaux, le juge a considéré que non seulement les travaux de reprise en eux-mêmes étaient constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, mais aussi qu'ils entraînaient une impropriété à la destination de l'ouvrage. Donc, la Cour de cassation a estimé que non seulement l'entreprise qui intervient doit accepte de fait les travaux antérieurs qui sont à l'origine des désordres, mais, et ça c'est un point qu'on abordera également tout à l'heure, la Cour de cassation a estimé que les travaux antérieurs réalisés par l'entreprise précédente ne constituaient pas une cause étrangère qui serait susceptible d'exonérer l'entreprise qui intervient en réparation de sa responsabilité. En effet, l'entreprise estimait que sa responsabilité ne pouvait pas être mise en œuvre au motif que les travaux d'origine étaient tellement insuffisants que ça constituait une cause étrangère insusceptible d'engager sa responsabilité décennale. La Cour de cassation a balayé cette argumentation en estimant que l'entreprise qui reprend les travaux ne peut pas se prévaloir d'une cause étrangère et est tenue de la garantie décennale au titre de l'ensemble des désordres qui affectent l'ouvrage. Donc, c'est vraiment une décision assez classique, mais qui vient confirmer pour les entreprises le fait qu'il faut effectivement être méfiant lorsqu'on intervient en reprise de travaux, puisque l'ensemble des désordres peuvent être mis à la charge de l'entreprise qui intervient en dernier recours. C'était une décision du 4 mars 2021. J'aborde par la suite une décision également assez récente, qui est une décision du 14 février 2021, qui porte le numéro 19-21-130 et qui concerne le cumul des garanties décennales et des vices apparents pour un acquéreur. Alors, on se dit que lorsque la mise en œuvre de la garantie décennale est possible, c'est la seule et unique garantie que l'on peut mobiliser. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt qui est assez particulier, puisqu'il y a vraiment des faits qui sont assez particuliers, puisque les dates sont assez importantes dans cette décision, mais la Cour de cassation a été amenée à trancher la question qui est de savoir sur quel fondement la réparation d'un dommage caché à la réception par le vendeur, mais apparent lors de la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur, peut être demandée. Alors, il faut revenir peut-être un petit peu aux faits d'espèce pour cette décision qui aboutit à donc un cumul des garanties, un cumul d'actions possibles. Les faits sont les suivants, à savoir qu'une SCI a fait construire une résidence et a vendu bien évidemment les appartements en l'état futur d'achèvement. Le syndic, par la suite, a pris livraison des parties communes et postérieurement à cette livraison, et 4 ans après la réception, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en raison de l'existence de désordres et de non-finition sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. La Cour d'appel qui a été amenée à statuer sur cette demande-là a retenu que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires étaient apparents à la date de la livraison,
et a estimé que l'action qui pouvait être intentée par les acquéreurs ne pouvait l'être que sur le seul fondement de la responsabilité du vendeur d'immeubles à construire, à savoir les articles 1648 alinéa 2 du Code civil. Saisie de cette question, donc la Cour de cassation a dû trancher la question que je vous retranscris. Donc, quel est le fondement de l'action de la réparation d'un dommage caché à la réception par le vendeur, mais apparent lors de la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur? La Cour de cassation a estimé au visa des articles 1646-1, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, donc la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour de cassation, elle, retient d'une part que l'acquéreur bénéficie donc d'un cumul d'actions possibles entre la garantie décennale et celle de la réparation des vices apparents. La Cour de cassation précise que le caractère apparent du désordre doit s'apprécier en la personne du maître d'ouvrage au jour de la réception. Alors, c'est vraiment une décision assez importante puisqu'on a une double qualification pour le vendeur. Comme vous le voyez sur la slide, c'est que le vendeur en l'état futur d'achèvement est considéré comme étant un constructeur au sens de l'article 1792-1-2 du Code civil. Donc, en tant que constructeur, il est donc tenu de la garantie décennale des constructeurs. Mais également, en sa qualité de vendeur, il est tenu vis-à-vis des acquéreurs de la réparation des vices apparents en application de l'article 1642-1 du Code civil pendant 1 mois après la prise de possession. Et donc, ce qui offre finalement à l'acquéreur la possibilité d'agir entre deux actions aux conditions suivantes. Alors, si l'acquéreur décide d'agir sur le fondement de la garantie décennale, ce qui est plus simple pour lui finalement, puisque c'est une présomption, il ne doit démontrer que l'existence d'un désordre de nature décennale. Donc, s'il agit sur le fondement de la garantie décennale, il doit démontrer que le désordre de nature décennale et qu'il n'était pas apparent lors de la réception prononcée par le vendeur. Donc, la réception prononcée par le vendeur avec les constructeurs. Donc, il doit se prévaloir du procès-verbal auquel il n'était pas partie pour agir sur le fondement de la garantie décennale. Mais il peut également agir sur le fondement de la garantie des vices apparents, à la condition que le désordre soit apparu dans le mois qui suit la prise de possession et non plus la réception, l'action devant être intentée dans le délai de 13 mois suivant à compter de la prise de possession ou d'1 an suivant la réception, et ce, en application de l'article 1648, alinéa 2 du Code civil. Voilà, donc c'est vraiment, là je vous ai mis les textes qui rappellent que le vendeur d'immeuble à construire ne peut être déchargé avant la réception ni après l'expiration d'un délai d'1 mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité apparents. Et lorsque les conditions de l'article 1642-1 sont remplies, l'article 1648 vient rappeler que l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. C'est-à-dire que si l'acquéreur dépasse ce délai de l'article 1648, il est possible pour lui d'agir cette fois non plus sur la garantie des vices apparents, mais sur la garantie, sur la responsabilité décennale du vendeur, à la condition, bien évidemment, que le désordre soit de nature décennale et qu'il était caché lors de la réception. Voilà, c'est vraiment une décision assez intéressante juridiquement et qui vient faire porter sur effectivement le vendeur en l'état futur d'achèvement une double responsabilité en sa qualité de vendeur, mais également et surtout en sa qualité de constructeur au sens du Code civil. J'aborderai maintenant voilà, une décision également du 4 mars 2021, numéro 19-20-103, qui concerne la cause étrangère. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure au titre de la jurisprudence qui concernait la reprise des travaux, les constructeurs sont susceptibles d'être exonérés de leur responsabilité décennale s'ils arrivent à démontrer l'existence d'une cause étrangère au sens des dispositions du Code civil. Alors, il faut savoir que la notion de cause étrangère, elle est bien évidemment soutenue par de nombreux constructeurs lorsque la mise en œuvre de leur responsabilité est recherchée. Et malheureusement pour eux, les tribunaux sont très sévères puisque
ils ne retiennent quasiment jamais l'existence d'une cause étrangère. À ce titre, il a été jugé encore très récemment par une décision du 28 janvier 2021 que le fait de ne pas savoir d'où vient la cause des désordres ne constitue pas une cause étrangère susceptible d'écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs. Alors, le mauvais état de l'existant ne constitue pas non plus une cause étrangère, ça c'est une décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020, et l'immixtion fautive du maître d'ouvrage ne constitue pas une cause étrangère, car la compétence notoire en matière de construction doit être rapportée, et il faut que le constructeur puisse justifier que le maître d'ouvrage aurait joué un rôle actif et inapproprié en lien avec le dommage. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le principe et des décisions assez sévères qui ne permettent pas aux constructeurs de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux. Alors, la notion donc, de cause étrangère est très difficile à définir. Alors, on peut citer une définition qui a été de la doctrine, hein, qui tente de définir la cause étrangère comme étant un événement non imputable au défendeur, donc un événement non imputable au constructeur en l'espèce, ainsi qu'aux personnes et aux choses dont il répond, et qui est de nature à l'exonérer de tout ou partie de la responsabilité qui pèse normalement sur lui. Donc ça, c'est la définition de principe sur la cause étrangère. Et dans l'arrêt commenté, à savoir l'arrêt du 4 mars 2021, vous aurez là, en l'espèce, un des seuls cas où la cause étrangère a été retenue. En effet, dans ce cas d'espèce, les travaux consistaient en des travaux de chauffage au cours desquels le constructeur avait attiré l'attention du maître d'ouvrage, qui était par ailleurs architecte, sur le fait que l'isolation était insuffisante. Il l'avait alerté à plusieurs reprises. Et malgré cette alerte, ces alertes, le maître d'ouvrage a fait le choix de continuer les travaux. L'entreprise a également continué les travaux. Et puis, bien évidemment, il s'est avéré postérieurement à l'exception que les travaux ne donnaient pas satisfaction. Et en l'espèce, on aurait pu penser que la Cour de cassation aurait quand même pu condamner le constructeur, ne serait-ce qu'en partie, sur le fait qu'en acceptant de faire les travaux, il engageait également sa responsabilité décennale. Mais en l'espèce, la Cour de cassation a été très stricte, très sévère, puisqu'elle a exonéré totalement le maître d'ouvrage, le titulaire de sa responsabilité, au motif que le maître d'ouvrage avait été informé à plusieurs reprises de l'existence de travaux inappropriés et que celui-ci en avait accepté les risques. Alors, il ressort de cette décision 4 conditions qu'on pourrait retenir pour les constructeurs qui voudraient faire valoir l'existence d'une cause étrangère, à savoir démontrer que le maître d'ouvrage est notoirement compétent, alors compétent bien évidemment dans le domaine qui est l'objet des travaux. Une deuxième condition, il faudrait que le constructeur arrive à rapporter la preuve que l'information a été donnée, donc c'est bien évidemment pour le constructeur la précaution d'écrire au titre de son devoir de conseil, de ne pas se contenter sur le chantier d'aborder les éventuels problèmes futurs, mais il faut bien l'écrire et il faut que le constructeur démontre également que les risques ont bien été acceptés par le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que quand le constructeur va donner l'information, il va falloir qu'au-delà de l'information, il puisse en détailler les éventuelles conséquences. Et bien évidemment, il faut que le constructeur démontre qu'il existe un lien entre l'information qu'il a donnée, j'ai mis l'alerte, hein, c'est vraiment le terme qui convient bien, entre l'information qu'il a donnée et le désordre. Parce que bien évidemment, si le désordre porte sur une autre partie de l'ouvrage, la cause étrangère n'est pas susceptible d'être retenue. Voilà, on a là une décision qui est assez importante et qui vient peut-être
pour une fois, jouer un petit peu en faveur des constructeurs et bien évidemment derrière des constructeurs en reconnaissant l'existence d'une cause étrangère du fait d'un maître d'ouvrage notoirement compétent, ce qui n'était pas le cas forcément précédemment. Voilà, donc c'était là une décision assez sévère pour le maître d'ouvrage. Donc une décision à noter, peut-être vers un courant jurisprudentiel à venir, à voir dans les différentes décisions qui seront rendues, mais c'est vrai que c'est une décision assez rare et qui souligne et qui nécessite le fait d'être soulignée. Alors, j'ai également sélectionné 2 arrêts qui sont suivis, qui sont 2 arrêts en date des 4 mars 2021, qui portent le numéro 19-20-280 et du 18 mars 2021, qui porte le numéro 19-20-710, qui concerne la notion de désordre futur et l'application de la garantie décennale. Alors, c'est vraiment une décision, à mon sens, assez importante dans la droite ligne de ce qu'est la jurisprudence de la Cour de cassation, mais qu'il faut quand même avoir en tête, puisqu'il revient donc sur cette notion de dommage futur et de dommage certain. Puisque l'article 1792 et suivant du Code civil nous dit que le maître d'ouvrage doit, comme vous le savez, agir dans le délai de 10 ans qui suit la réception pour mettre en œuvre la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs. Ce délai de 10 ans est donc un délai d'action, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage doit agir dans ce délai de 10 ans, c'est-à-dire il doit agir, interrompre la prescription, c'est un délai d'action, il doit interrompre la prescription dans le délai décennal, mais c'est également un délai d'épreuve, c'est-à-dire que les conditions de la garantie décennale doivent être remplies, et notamment le critère de gravité décennale, à savoir l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à la destination. Ces critères-là doivent être remplis dans le délai de garantie décennale. Alors, on est là en matière de garantie décennale avec un petit peu une contradiction avec le droit commun de la responsabilité civile, puisque le droit commun de la responsabilité civile permet à la victime d'un dommage de réclamer l'indemnisation de son préjudice dès lors qu'il arrive à démontrer l'existence d'un dommage, même si celui-ci est futur, à la condition qu'il soit certain. C'est-à-dire qu'en droit civil, un désordre peut être indemnisé dès lors qu'il est futur et certain, sans limitation de temps. Le droit de la construction vient un petit peu contredire finalement cette possibilité, cette notion de droit commun qui est l'indemnisation du dommage futur, et est beaucoup plus sévère pour le maître d'ouvrage, puisqu'il oblige donc les 2 critères, à savoir l'interruption du délai de prescription et les conditions que les critères de gravité soient remplis dans le délai de 10 ans. C'est une décision assez importante. Je vous ai mis le dispositif de la Cour de cassation sur le fait que le désordre ne peut pas être indemnisé s'il n'apparaît pas de manière certaine dans le délai de garantie. Alors, cette décision, elle est bien évidemment assez importante et elle doit être regardée également au regard de ce qui est jugé par les juridictions administratives et notamment par le Conseil d'État, plus particulièrement, puisque les juridictions administratives ont une décision totalement différente de la Cour de cassation, ce qui pose parfois des problèmes de cohérence entre certaines actions, puisque le Conseil d'État, pour les juridictions administratives, il suffit que le désordre apparaisse dans le délai de 10 ans et même si le désordre apparaît dans le délai de 10 ans, la responsabilité est susceptible d'être appliquée dès lors, et même si l'atteinte à la solidité ou la propriété à la destination apparaît de manière certaine au-delà du délai de 10 ans. C'est-à-dire que en matière administrative, si le désordre apparaît avec une certaine gravité qui n'est peut-être pas forcément gravité décennale dans le délai de 10 ans, mais si un expert vient nous dire c'est un désordre futur et certain qui se manifestera bien évidemment par la suite, en matière administrative,
les juridictions vont mettre en œuvre la responsabilité des constructeurs. En matière civile, donc c'est une décision beaucoup plus sévère pour le maître d'ouvrage et qui favorise les constructeurs. Ce n'est pas possible. Alors, en matière civile, la difficulté, c'est bien évidemment qu'on est souvent confronté à des rapports d'expertise qui sont qui permettent pas, de manière très, sauf cas très rare, l'expert ne va jamais écrire le désordre va se manifester à telle date ou dans tel délai. Les experts vont toujours dire le désordre va se manifester de manière certaine et future ou dans un délai qu'on ne peut déterminer ou se produira de manière certaine. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les maîtres d'ouvrage puisqu'il leur appartient de démontrer de manière certaine que le désordre va se manifester dans ce délai décennal, ce qui est, avec des rapports d'expertise totalement impossible, sauf à ce que les experts ou les magistrats qui jugent est un don de divination, mais c'est voilà, une décision classique en la matière, mais qu'il faut toujours mettre en rapport avec les juridictions administratives qui sont beaucoup plus favorables aux maîtres d'ouvrage. Alors, en matière d'assurance, j'ai souhaité aborder une décision assez importante qui a fait l'objet aussi de commentaires, à savoir une décision du 4 mars 2021, donc encore une décision très récente, 19-26-333, rendue également par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, même si on parle là de droit des assurances, à savoir le maintien des garanties après la résiliation du contrat. C'est un cas un cas d'espèce aussi assez parlant. Et puis, il faut aborder peut-être le contexte pour bien comprendre cette décision, à savoir qu'il s'agissait d'un particulier qui avait confié la maîtrise d'œuvre de la rénovation de son appartement à une société assurée en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale. Il s'est avéré qu'après le démarrage du chantier en 2010, le maître d'ouvrage a constaté des différents retards, malfaçons, non-façons, désordres, non-conformités, qui sont apparus entre le mois de mars et le mois d'août 2011. Alors, confronté à de multiples défauts de paiement de la part de son assuré, l'assureur a mis en demeure son assuré d'avoir à régler la cotisation due au 1er janvier 2011, c'est-à-dire la cotisation pour l'année au cours de laquelle les désordres sont apparus. Donc, il a fait cette mise en demeure par courrier recommandé en date du 11 mars 2011. Je vous ai fait une petite frise, comme ça vous verrez les différents points importants de cette décision qui permettent d'aboutir au raisonnement de la Cour de cassation. Donc, après cette mise en demeure par courrier recommandé en date du 11 mars 2011, et 30 jours après cette mise en demeure, l'assureur a décidé de suspendre l'application de sa garantie. Par la suite, l'assureur a résilié son contrat à l'échéance du 1er janvier 2012. En vue d'obtenir la réparation de son préjudice, donc la victime a assigné l'assureur en référé expertise et en référé provision le 22 août 2012, c'est-à-dire postérieurement à la résiliation, enfin à la prise d'effet de la résiliation du contrat. Donc, il a signé le 22 août 2012. L'assureur a sollicité sa mise hors de cause au motif que la réclamation du tiers intervenait alors que la garantie avait été suspendue et que le contrat avait été résilié. Le premier degré de juridiction a fait droit à cette demande de mise hors de cause de la part de l'assureur. La Cour d'appel a confirmé et a fait droit à cette demande au motif qu'aucune indemnisation n'était possible de la part de l'assureur pour des faits survenus alors que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations au titre d'une réclamation présentée à l'assureur après résiliation du contrat d'assurance pour la même raison, sauf à retirer tout effet à la suspension de la garantie et au non-paiement des cotisations. Donc, les premiers juges et cours d'appel ont dit ce n'est pas possible, de toute façon, l'assureur n'a pas à participer aux opérations d'expertise parce que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige. Bien évidemment, le tiers lésé s'est pourvu en cassation, donc on est là sur une cassation d'une décision de juge de référé, ce qui est quand même assez rare en la matière. Donc,
Et la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel pour violation de l'article L124-5 du Code des assurances, au terme duquel la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation. Donc, il résulte finalement de cette décision qu'une résiliation pour non-paiement de prime n'a pas pour effet de mettre en échec la garantie subséquente, c'est-à-dire la garantie qui se maintient après la résiliation. Donc, c'est en application de l'article L124-5 du Code des assurances. Il s'agit là d'un texte d'ordre public. Donc, la clause qui viendrait stipuler que la garantie subséquente prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime serait illicite et serait réputée non écrite. Ça, c'est une décision de la Cour de cassation du 12 décembre 2019, 18-12-762. De fait, du moment que le fait dommageable intervient avant la suspension ou la résiliation pour non-paiement de la prime, la garantie subséquente doit s'appliquer. C'est la conclusion de cet arrêt. Alors, c'est une décision assez paradoxale puisque finalement, un assureur sera amené à devoir mobiliser ses garanties alors qu'il n'a pas perçu de prime pour l'année en cours. Et donc, c'est versement d'une indemnité alors que les primes n'ont pas été payées. Mais c'est une décision assez importante de la Cour de cassation fondée sur des dispositions d'ordre public. Voilà, je vous ai mis donc en page 19 la décision de la Cour d'appel qui faisait droit à la demande de mise hors de cause de l'assureur. Et puis en dessous, toujours sur la page 19, je vous ai mis la décision de la Cour de cassation qui vient juger qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dommageables étaient intervenus dès le mois de mars 2011, et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Donc, décision assez contraignante pour les assureurs, qui sollicitent effectivement de manière très régulière leur mise hors de cause au stade du référé. Et ce qui doit être souligné, c'est que là, le juge des référés avait estimé que l'assureur était fondé à solliciter sa mise hors de cause au stade du référé, ce qui est une décision assez rare en tant que telle, puisque c'est bien évidemment une question de droit très compliquée, on le voit bien, et que le juge des référés, n'étant pas forcément compétent pour statuer sur ce type de réclamation de moyens soulevés par l'assureur, aurait dû ou aurait pu juger que ce point était un point de droit qui aurait dû être abordé par les juges du fond et qu'au stade du référé, il n'était pas compétent pour statuer et que l'assureur aurait dû faire valoir ce moyen par la suite. Mais donc au stade du référé, ce qui est assez rare, les juridictions avaient fait droit à cette mise hors de cause de l'assureur pour un moyen qui s'avérait finalement non fondé par la Cour de cassation. Une autre décision en matière d'assurance dommage ouvrage, une décision également récente du 21 janvier 2020, numéro 19-17-499, à savoir le non-respect des délais prévus par l'article L242-1 du Code des assurances ne peut entraîner d'autres sanctions que celles prévues par ce texte. Alors ça, c'est une décision également assez importante pour les constructeurs et les assureurs, et assez sévère également pour eux. Un petit rappel du contexte, à savoir qu'on était dans la construction d'un ouvrage classique avec une assurance dommage-ouvrage classique, une réclamation intervenue postérieurement à la réception par le maître d'ouvrage qui fait sa déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage. Et malheureusement pour lui, l'assureur dommage-ouvrage ne respecte pas le délai impératif d'avoir à se prononcer sur le principe de la mise en œuvre de ces garanties, sur le principe uniquement, dans le délai de 60 jours. L'article L242-1 du Code des assurances est très strict. Si l'assureur ne se prononce pas sur la mise en œuvre de sa garantie dans ce délai de 60 jours, ou s'il se prononce postérieurement au délai,
la sanction est immédiate pour l'assureur, c'est-à-dire que l'assureur est tenu à garantie, et ce, même si le désordre n'est pas de gravité décennale. À titre d'exemple, un maître d'ouvrage qui viendrait déclarer des désordres qui affectent la peinture, on sait désormais que la peinture n'est plus considérée comme étant un ouvrage relevant des garanties décennales. Le maître d'ouvrage peut toujours tenter d'obtenir la garantie, déclare ce sinistre à l'assureur dommage-ouvrage qui répond au-delà du délai de 60 jours. Et donc l'assureur dommage-ouvrage est sanctionné et doit payer la réparation d'un dommage qui n'est pas de nature décennale. Ça, c'est la sanction pour l'assureur dommage-ouvrage. On pourrait se dire, bon, ben, on s'arrête. Son principe, c'est de préfinancer les travaux de réparation des désordres. Donc, l'assureur dommage-ouvrage, qu'est-ce qu'il fait quand il paye? Il va exercer un recours contre le constructeur responsable. Et on pourrait penser que du fait de n'avoir pas respecté finalement ce délai de 60 jours pour un désordre qui serait par exemple d'ordre esthétique, l'assureur dommage d'ouvrage pourrait perdre son recours contre le responsable dont la responsabilité ne serait pas en réalité susceptible d'être retenue. On pourrait se dire l'assureur dommage d'ouvrage devra conserver à sa charge l'indemnisation de ce sinistre du fait de son erreur et tant pis pour lui s'il a dû indemniser un désordre qui n'est pas de nature décennale. Et là, la Cour de cassation est très très stricte et vient nous dire finalement, puisque là la Cour de cassation était saisie par le constructeur qui a été mise en cause par l'assureur dommage ouvrage, la Cour de cassation vient nous dire les seules sanctions prévues par les textes sont celles de devoir indemniser immédiatement le maître d'ouvrage, et ce, quelle que soit la gravité du sinistre. Et la Cour de cassation nous dit qu'il n'y a pas d'autres sanctions qui pèsent sur l'assureur dommage-ouvrage, c'est-à-dire que l'assureur dommage-ouvrage, en application des clauses types des assurances, du Code des assurances, est fondé à exercer son recours contre le constructeur, et ce, bien que le désordre ne soit pas de nature décennale. Donc, on est vraiment là dans une décision hyper favorable à l'assureur DO. Le fait de commettre finalement cette erreur vient pour lui minimiser les conséquences de cette erreur puisqu'il peut exercer un recours contre un constructeur qui n'aurait pas dû être condamné au titre de sa responsabilité décennale. Donc là, on est vraiment dans l'application hyper stricte du Code des assurances par la Cour de cassation. Les seules sanctions prévues sont l'impossibilité pour l'assureur de contester le caractère de gravité décennale. Rien n'est prévu sur le fait qu'il ne pourrait pas éventuellement exercer ses recours de ce fait-là. Donc, l'assureur peut exercer ses recours. Voilà, c'est vraiment une décision très importante et que les assureurs dommages-ouvrages ne manqueront bien évidemment pas de mettre en pratique s'ils le souhaitent et qui vient un peu les conforter dans le fait que les sanctions perdent un petit peu finalement de leur gravité. Une décision également assez importante qui est une décision du 21 janvier 2021, à savoir que l'assureur dommage-ouvrage doit indemniser l'ensemble des dépenses nécessaires à la reprise des dommages. Alors là, pour le coup, c'est un arrêt assez particulier. Je vais me permettre de rappeler rapidement les faits, puisqu'on avait là un maître d'ouvrage qui avait chargé un architecte de procéder à des travaux de rénovation de son habitation. Le maître d'ouvrage et l'architecte étaient en réalité mari et femme. Donc la femme qui était maître d'ouvrage avait confié à son mari, maître d'œuvre, les travaux de rénovation du logement. Le maître d'œuvre n'avait pas été payé et aucune assurance dommage-ouvrage n'avait été souscrite. En cours de travaux, il s'est avéré que des désordres sont apparus, postérieurement à la réception aussi, et entre-temps, les époux ont divorcé. Et le maître d'ouvrage a souhaité mettre en œuvre la responsabilité décennale de son ex-conjoint et a souhaité l'indemnisation des désordres au titre de la garantie décennale de son ex-conjoint. Et la Cour de cassation a jugé que si le maître d'ouvrage
n'avait pas souscrit d'assurance dommage ouvrage initialement et n'avait pas réglé le maître d'œuvre des travaux, peu importe, l'assureur doit payer les frais de souscription de cette assurance dommage ouvrage et doit indemniser le maître et doit prendre en compte le pourcentage du coût des travaux de rénovation correspondant aux frais de maîtrise d'œuvre, puisque le principe indemnitaire est celui de la réparation intégrale du préjudice. Donc là, on a vraiment une décision assez particulière. Je ne sais pas si elle fera jurisprudence vraiment ou si la Cour de cassation n'est pas allée un petit peu loin sur le principe indemnitaire, à savoir que le principe indemnitaire ne doit pas constituer un enrichissement sans cause. Et là, le maître d'ouvrage n'avait pas souscrit d'assurance dommage ouvrage et malgré ça, la Cour a considéré que les assurances responsabilité décennale devaient prendre en charge le coût de souscription d'une assurance qui n'avait pas été souscrite. Voilà, donc une décision à garder sous le coude, à voir si elle évolue, mais l'effet était particulièrement intéressant en l'espèce. Donc, je vous ai mis le dispositif de la Cour de cassation que vous pourrez lire si vous le souhaitez. Voilà, mais la Cour de cassation rappelle que l'indemnisation du coût de l'assurance dommage ouvrage et des faits de maîtrise d'œuvre afférents aux travaux de la reprise constitue des préjudices indemnisables, même s'ils n'avaient pas été souscrits au début. Une décision également assez importante, alors du 1er avril, donc toute récente, qui concerne la coexistence de la garantie de parfait achèvement et de l'assurance dommage ouvrage. Une décision du 1er avril 19-16-179. On sait bien que l'assurance dommage ouvrage a vocation à garantir les désordres de nature décennale lorsque ceux-ci apparaissent postérieurement à la réception. Mais parallèlement, les titulaires des marchés sont tenus de la garantie de parfait achèvement, qui est une garantie due par le titulaire pendant 1 an d'avoir à reprendre, une obligation d'avoir à reprendre les désordres apparaissant dans ce délai de 1 an. Alors, il y a donc un cumul de recours pendant l'année qui suit la réception, à tel point que même on a pu considérer à un moment que l'assureur dommage ouvrage n'avait pas une durée de 10 ans, mais avait une durée de 9 ans, puisque pendant la première année, seuls les titulaires étaient tenus de reprendre les désordres au titre de la garantie de parfait achèvement. Il faut revenir au fondement du texte du Code des assurances, à savoir l'article L242-1 de ce code, qui dit qu'effectivement l'ADO prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, mais qu'il existe bien une exception, à savoir que l'assurance dommage ouvrage peut intervenir pendant la première année au titre de pendant l'année de parfait achèvement à 2 conditions. Il faut qu'il y ait une mise en demeure qui soit restée infructueuse et qui ait été adressée au titulaire d'avoir à reprendre les travaux. Et il faut bien évidemment que le désordre intervenu pendant le délai de garantie de parfait achèvement soit de nature décennale. Et ça, c'est quelque chose que les maîtres d'ouvrage oublient assez fréquemment, c'est-à-dire en disant, bon, bah, on n'a pas réussi à obtenir notre indemnisation par le titulaire tenu de la garantie de parfait achèvement. L'assureur dommage ouvrage ne couvre que les désordres qui interviennent à la fin de l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Donc, on se retrouve face à un mur. Et en fait, non, le Code des assurances permet bien d'agir à l'encontre de l'assureur dommage ouvrage pendant la garantie de parfait achèvement. Donc, à la condition de l'existence d'une mise en demeure d'avoir à reprendre les travaux qui restent infructueuses. Alors, une mise en demeure resterait infructueuse. Ça a également été élargi, par exemple, à la liquidation d'une entreprise qui est assimilée à une mise en demeure restée infructueuse. Donc, il y a aussi pour la possibilité pour le maître d'ouvrage d'avoir ce cumul d'actions à l'encontre soit du titulaire directement, soit de l'assureur DO pendant la première année, à savoir la garantie de parfait achèvement. Je vous ai mis les textes, l'article L242-2 du Code des assurances et le 2e paragraphe. Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations, donc l'assurance dommage ouvrage peut être mobilisée dans cette hypothèse-là. Une décision sur la réception. Alors là, une décision du 5 novembre 2020, une décision assez récente, mais qu'on ne peut pas
on ne peut pas passer sous silence, bien qu'elle soit finalement le reflet et la reprise d'une première décision rendue par la Cour de cassation le 16 janvier 2020 qui a fait couler beaucoup d'encre, à savoir la possibilité, l'existence d'une réception partielle par lot. Voilà, donc c'est une décision du 5 novembre 2020 qui admet cette réception partielle. Pour être tout à fait factuel, je reviendrai rapidement sur le contexte, à savoir la construction d'un immeuble, le maître d'ouvrage ayant confié à une société la réalisation de la couverture et de la charpente. Voilà, par un seul et même marché. Donc, il y avait la réalisation de la couverture et de la charpente. Constatant l'apparition de désordre, le maître d'ouvrage a, après expertise, assigné le constructeur en indemnisation de ses préjudices. Et la Cour d'appel ne lui a pas donné raison au motif que, sur le fondement de la garantie décennale, au motif qu'il n'y avait pas eu de réception. Donc, impossibilité de mettre en œuvre les garanties décennales, le titulaire ayant dû manifestement tomber en liquidation judiciaire. Donc, le maître d'ouvrage n'a pas pu agir contre l'assureur en garantie décennale. Cette décision a été infirmée par la Cour de cassation au visa de l'article 1792-6 du Code civil, que j'ai reproduit également sur les slides. Voilà, la Cour de cassation a infirmé la décision des juges d'appel qui avaient considéré que les parties n'étaient pas convenues d'une réception par tranche de travaux. Donc, ils n'avaient pas dérogé au principe d'unicité de la réception. Donc, normalement, le texte du Code civil, c'est réception, il n'y en a qu'une, c'est le principe d'unicité de la réception. Les juges avaient estimé que les parties n'avaient pas dérogé à ce principe-là. Donc, il n'y avait pas eu de réception. Et puisqu'on ne pouvait pas distinguer les travaux de charpente et ceux de couverture, lesquels n'étaient pas achevés. Alors, en outre, la Cour d'appel avait estimé qu'il ne pouvait y avoir de réception partielle par lot, dans la mesure où les travaux avaient fait l'objet d'un seul et même marché, notant que la charpente n'était que le support de la couverture et le tout réalisé par le même entrepreneur. Donc, les juges avaient dit, c'est un seul et même marché, il y a deux métiers différents, on va dire charpente et couverture, mais ça constitue un seul et même marché. Il est impossible de prononcer une réception partielle au sein de ce même lot. La Cour de cassation a, reprenant la décision du 16 janvier 2020, a infirmé cette décision et la Cour de cassation a rappelé que les parties, et là c'est vraiment une décision qu'il faut lire avec attention, que les parties peuvent déroger expressément ou tacitement au principe d'unicité de la réception et que la réception partielle par lot est admise lorsque plusieurs lots font l'objet d'un seul marché. Donc, on est là sur une réception partielle tacite, une présomption de réception partielle tacite. Donc, voilà, la Cour de cassation est vraiment allée très, très loin dans son raisonnement parce qu'on pourrait penser effectivement qu'une volonté expresse des parties permettrait cette possibilité de faire une réception partielle. Mais là, la Cour de cassation nous dit, certes, une volonté expresse, mais également une dérogation tacite. C'est-à-dire que la Cour de cassation estime par un raisonnement qu'il faut suivre que tacitement, les parties n'auraient pas écarté la possibilité de pouvoir prononcer deux réceptions au sein d'un même lot. Donc, voilà, là, on est vraiment dans le raisonnement juridique pur et dur, un petit peu artificiel, on va le dire, hein, puisque on est vraiment là dans la contradiction même du texte de l'article 1792 et de la volonté du législateur de 1978, même si ça commence à dater, qui, avant 1978, on était déjà dans ce type de raisonnement-là, totalement détaché de la réalité, puisque là, on a une volonté de deux parties tacites de prononcer une réception tacite. Donc, en 78, le législateur avait dit on va mettre un terme à tout ça et la réception ne sera que unique dans le cadre de marché privé. Et puis, c'est ce qui a été jugé au début. Et puis, la jurisprudence a fait que différents types de réception sont venus
encombrer les juridictions. Et aujourd'hui, on est là donc dans la reconnaissance d'une réception tacite partielle au sein d'un lot. Voilà, donc c'est une décision assez particulière qui, à mon avis, ne va faire encore que compliquer la question de la réception. Mais bon, enfin, c'est une décision, malheureusement, voilà, qui tend à se confirmer, puisque je vous dis, elle reprend une première décision qui était intervenue dans le courant en début d'année. Voilà, donc je vous ai mis également le dispositif de cette décision au sein du document. Et enfin, une décision du 1er avril 2021, donc également une décision toute récente, qui vient nous rappeler, alors là, les conditions de la réception tacite. Alors là, on est bien de manière simple, tacite, au sein pour un ouvrage dans son ensemble, sans faire de distinction de réception partielle au sein d'un lot. On est vraiment là sur le principe de la réception tacite pure et dure, qui vient confirmer les dispositions d'un arrêt du 30 janvier 2019, Cour de cassation 18-10-197. Donc cet arrêt du 30 janvier 2019 avait rappelé les 2 critères essentiels pour qu'on puisse établir une présomption de réception tacite. Ce sont 2 critères essentiels, à savoir la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage et le paiement ou le quasi-paiement intégral du prix. Alors, même si ça paraît évident comme ça, on peut s'interroger sur qu'est-ce que le paiement quasi intégral du prix. Est-ce que c'est 95%? Est-ce que c'est 80%? Est-ce que c'est 75%? Est-ce que 70%? Bref, on est vraiment là un petit peu dans le flou. Ce que je disais un peu précédemment, c'est qu'on est vraiment à l'encontre de la lettre du texte et de la volonté du législateur. Mais c'est comme ça, et cet arrêt du 1er avril 2021 vient rappeler que ces critères-là sont essentiels, mais ne sont pas suffisants. Puisque là, on a effectivement un maître d'ouvrage qui avait pris possession de son bien, et qui en avait payé une très bonne partie, mais tout au long des travaux, avait manifesté son mécontentement sur la réalisation des travaux. Et donc, le fait de prendre possession du bien et d'en payer la quasi-totalité n'est pas suffisant pour qualifier une réception tacite. Et la Cour de cassation vient nous rappeler que le critère essentiel est la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux avec ou sans réserve. Donc, le critère principal, il faut toujours avoir ça en tête lorsqu'on cherche à qualifier l'existence d'une réception, c'est le maître d'ouvrage a-t-il manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner les travaux. Donc là, en l'espèce, en se plaignant constamment par de nombreux courriers des malfaçons et désordres, le maître d'ouvrage avait clairement manifesté sa volonté non équivoque de ne pas réceptionner l'ouvrage. Donc c'est une décision assez importante et qui vient aussi rappeler ces critères-là, puisqu'on a tendance à un petit peu oublier ce point essentiel de cette volonté et se cantonner aux deux premiers critères qui sont essentiels mais qui ne sont pas suffisants. En matière de prescription, un point important, c'est une décision du 5 novembre 2020 qui concerne les recours entre co-obligés. Alors, c'est une décision qui vient également confirmer un arrêt du 16 janvier 2020 pour avoir une petite idée en tête de ce qu'est un recours entre co-obligés, c'est-à-dire que vous avez un maître d'ouvrage qui va confier les travaux à différents intervenants et les différents intervenants vont être mis en cause par une expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage va agir contre l'un des constructeurs au fond et le constructeur mis en cause va souhaiter agir et garantir le paiement de sa dette à l'encontre des autres constructeurs. Donc, on est vraiment là dans une cascade de mise en cause. Quel est le fondement de l'action entre les différents constructeurs entre eux? Non pas quel est le fondement de l'action du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs, ça on le connaît, c'est l'article 1792-2-4, mais quel est le recours, le fondement de l'action entre les constructeurs entre eux? Alors, c'est une décision assez importante puisqu'on avait eu 2 courants jurisprudentiels totalement différents qui disaient que les constructeurs entre eux étaient tenus d'agir également sur le fondement de la garantie décennale et disposaient donc
d'un délai de 10 ans pour s'appeler mutuellement en garantie, et une autre partie de la doctrine qui estimait que les constructeurs entre eux n'étaient pas tenus de la garantie décennale et ne pouvaient pas bénéficier du délai 10 ans spécifique au droit de la construction et devait appliquer le droit commun. Et c'est ce que la Cour de cassation a tranché par cet arrêt du 5 novembre, à savoir qu'entre eux, les constructeurs doivent agir dans le délai de 5 ans de la prescription quinquennale de droit commun énoncée à l'article 2224 du Code civil. Pour être clair, j'ai repris les faits hein, de cette décision avec une réception en décembre 99, une assignation, alors une réception le 23 décembre 99, une assignation du SDC contre l'architecte Le Carleur le 17 décembre donc 2009, c'est-à-dire pendant le délai de garantie, mais le 28 décembre 2009 et les 25 janvier 2010, donc postérieurement au délai de garantie décennale, une assignation au fond du syndicat uniquement contre l'architecte le 11 décembre 2013, puisque contre l'architecte, le maître d'ouvrage avait interrompu la prescription par l'assignation en date du 17 décembre 2009, donc il a pu agir contre l'architecte, et l'architecte a souhaité faire ses appels en garantie à l'encontre des autres responsables, Le Carleur et son assureur, par acte des 10 et 12 juin 2014, donc postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale. La Cour d'appel avait estimé que l'architecte n'était pas fondé à formuler cet appel en garantie, puisqu'il intervenait dans un délai supérieur à 10 ans postérieurement à la réception des travaux. Et la Cour de cassation vient infirmer cette décision, puisque la Cour de cassation écarte expressément l'application du délai de garantie décennale de l'article 1792-4-3 du Code civil, en disant que cet article-là ne s'applique que pour les actions du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs. On a de ce fait une confirmation de la décision antérieure. La nouveauté, c'est que par cet arrêt du 5 novembre 2020 vient nous préciser le point de départ de la prescription quinquennale. À partir de quand les constructeurs, les co-obligés, doivent agir dans des délai de 5 ans entre eux. Alors là, c'est une décision, pour le coup, assez sévère et à mon avis qui va entraîner des complications juridiques au stade du référé, lorsqu'on va avoir des premières expertises qui vont être formulées devant les juridictions. Il va falloir être très, très vigilant à ce moment-là pour les co-obligés sur les mises en cause de leurs co-obligés et des entreprises qui sont intervenues au même titre que sur le chantier. Puisque la prescription quinquennale entre co-obligés, vient nous dire la Cour de cassation, commence à courir à compter de la connaissance par le titulaire des faits qui lui permettent d'exercer ce recours. Et le point de départ de cette connaissance, la Cour de cassation estime que c'est l'assignation en référé délivrée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur principal. C'est-à-dire que au stade du référé, où on demande une mise en cause généralement assez large de tous les constructeurs, on ne sait pas qui va être responsable des désordres, mais il faut partir du principe que même si on ne sait pas qui sera au final responsable de ces désordres, la prescription entre co-obligés a commencé à courir à compter de cette assignation en référé. Et on sait parfois que les expertises peuvent être très longues, que les recours au fond peuvent tarder, et le délai de 5 ans entre co-obligés peut passer de manière très rapide, et des co-obligés qui souhaitent appeler en garantie les autres constructeurs pourront vite se retrouver seuls et démenés puisqu'ils auront laissé passer le délai de prescription. On aurait pu penser que la Cour de cassation aurait fait courir le point de départ de cette prescription quinquennale à compter de l'assignation au fond, puisque finalement, c'est à partir du moment où le maître d'ouvrage va exercer son action au fond contre les vrais responsables que le titulaire connaît effectivement l'action qui est introduite contre lui, et c'est seulement à ce moment-là qu'il pourrait exercer son recours. Mais non, la Cour de cassation a estimé que le référé était le point de départ. Alors, ce qui est un petit peu important, et on va voir comment se passe la suite pour les audiences de référé au cours desquelles on a tous l'habitude de formuler protestation réserve lorsqu'on est
co-obligé ou un titulaire, enfin d'un marché de construction et qu'on est mis en cause sans savoir pourquoi vraiment. On se contente généralement de formuler protestation réserve. La difficulté, c'est que ça ne constitue pas une demande au sens juridique du terme, et donc ça n'est pas susceptible d'interrompre la prescription. Donc finalement, il faudrait peut-être, au stade du référé, lorsqu'on est mis en cause, non pas formuler protestation réserve, mais s'associer carrément à la demande du maître d'ouvrage et de ce fait-là, interrompre une prescription à l'encontre de ses co-obligés. Mais bon, ça, c'est vraiment des points qui méritent d'être soulevés, et la pratique est telle sur les protestations réserves que bon, on peut penser que ça ne sera pas forcément ce qui sera retenu par les juridictions, mais il faut quand même veiller et avoir en tête qu'à partir de cette première mise en cause, dont on ne sait pas toujours pourquoi, un délai d'action commence à courir contre les titulaires. Voilà, donc ça, c'était un point important sur la prescription donc entre co-obligés. Il faut avoir en tête que c'est les principes de droit commun qui s'appliquent, à savoir une prescription de 5 ans désormais. J'aborderai rapidement, puisque le temps tourne, une actualité réglementaire est là qui est assez importante, qui concerne bien évidemment les marchés privés, les marchés publics, pardon, à savoir la publication des nouveaux CCAG travaux qui ont été publiés au journal officiel du 1er avril 2021. Donc, vous avez toute une liste de CCAG travaux et de CCAG qui viennent d'être publiés. Et ce qu'il convient de noter, c'est que pour la première fois, vous avez un CCAG maîtrise d'œuvre, puisqu'avant, les marchés de maîtrise d'œuvre étaient rattachés au CCAG propriété intellectuelle. Donc, à la création, pour la première fois, d'un marché de maîtrise d'œuvre, d'un CCAG de maîtrise d'œuvre. Pour le reste, les CCAG demeurent. Les autres CCAG demeurent, avec quelques points importants donc sur leur date d'application. On considère que pour les marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication entre le 1er avril, c'est-à-dire toujours en cours, et le 30 septembre 2021, les CCAG antérieurs sont toujours d'application, se réputer être applicables, sauf s'il est expressément fait référence dans ces procédures-là au nouveau CCAG 2021. Ces derniers peuvent s'appliquer dès maintenant. Donc ça, c'est un point important à vérifier lorsqu'on rédige des dossiers de consultation. Une principale nouveauté, c'est la possibilité de se référer à plusieurs CCAG, puisque précédemment, seul un CCAG était applicable au marché. Ce principe est l'exception, hein, puisque la règle, c'est un seul CCAG. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'une dérogation est possible dans le cadre de marchés globaux, au sens de l'article L2171-1 du Code de la commande publique, à savoir les marchés notamment de conception-réalisation. Donc, on pourra se référer au CCAG travaux et au CCAG maîtrise d'œuvre, à charge pour le maître d'ouvrage d'assurer la cohérence entre les différents articles, et bonne chance pour assumer cette cohérence au sein d'un marché, mais cette possibilité existe aujourd'hui. Donc, de bons contentieux à venir lorsqu'il y aura une discordance entre les règles applicables entre les différents CCAG. Voilà, un point. Un autre point, c'est la rémunération donc, des prestations supplémentaires. C'est également un point très important, une nouveauté hein, pour ces CAG. Donc, désormais, le titulaire n'est plus tenu de se conformer à un ordre de service notifiant des prestations supplémentaires ou modificatives et pour lequel le marché n'a pas prévu de prix, si l'ordre de service n'a fait l'objet d'aucune valorisation financière. C'est-à-dire que maintenant, un ordre de service de travaux supplémentaires doit comporter un coût qui permettra d'engager une discussion, puisque généralement, aujourd'hui, la discussion, elle se fait au moment du décompte et avec les conséquences que l'on sait, des décomptes qui sont très très longs à établir. Voilà, donc cette précision est importante, je trouve, pour les titulaires, qui doit quand même attirer l'attention sur le fait que l'ordre de service doit comporter un prix, et s'il ne le fait pas dans le délai de 15 jours, il est, quoi qu'il arrive, censé avoir accepté le coût, quel qu'il soit. Voilà, donc un point important et en pratique, ce qui sera le bienvenu, je pense, pour les réclamations ultérieures. Un autre point important, le plafonnement des pénalités à 10% du montant hors taxe du marché. Donc ça, c'est vraiment un point nouveau également assez important.
sachant qu'avant l'application de toute pénalité de retard, le maître d'ouvrage doit inviter par écrit le titulaire à présenter ses observations dans un délai minimum de 15 jours. Le point de départ pris en compte alors dans le calcul du point des pénalités de retard qui serait alors appliqué reste dans le premier jour de retard. Donc vraiment une alerte du maître d'ouvrage, enfin de la personne du maître d'ouvrage de sa volonté d'appliquer les pénalités et d'inviter le titulaire, d'ores et déjà en cours d'exécution, à faire valoir ses observations. Donc, un suivi assez important des travaux. Alors là, un cas vraiment qui résulte de la situation sanitaire actuelle, puisque les CCAG viennent apporte une précision sur un nouveau cas de suspension de travaux. On imagine bien à quoi le nouveau CCAG fait référence et c'est précisé donc à l'article 53.3. C'est la décision d'une autorité publique de mesures venant à restreindre ou interdire de manière importante l'exercice de certaines activités. Donc, le Covid est visé, toutes les pandémies sont visées par cette décision-là, mais il faut quand même que cette suspension soit discutée entre les parties, puisque lorsqu'elle est demandée par le titulaire, le maître d'ouvrage doit quand même apporter ses observations et se prononcer sur le bien fondé de cette demande dans les meilleurs délais, sachant qu'il n'est pas précisé ce que sont les meilleurs délais. Donc, des interprétations à venir également assez importantes. La remise des DOE également, qui auparavant pouvait intervenir dans le mois qui suivait la réception, et on sait très bien que malheureusement certains maîtres d'ouvrage se retrouvaient ayant réceptionné des travaux mais sans DOE. Donc désormais les DOE devront être remis par les titulaires au moment de la réception, à défaut de mise en œuvre, de remise lors de la réception, le titulaire peut se voir appliquer une sanction. Voilà pour les nouveautés rapides des différents CCAG. J'ai voulu aussi aborder un point qui me paraît important, à savoir l'entrée en vigueur bientôt du décret 2020-18-17 et la création de l'article D 541-45-1 du Code de l'environnement, qui obligera désormais à faire figurer dans les devis toutes les informations relatives à l'enlèvement et à la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage. Donc, on est vraiment là sur un devoir d'information très important de la part des titulaires qui devront préciser toutes les informations sur le traitement des déchets. Alors, les devis visés sont ceux qui figurent à l'article 541, 21, 2, 3 du Code de l'environnement. Ce sont les devis de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments, ainsi que les travaux de jardinage. Alors, il y a une exception pour tout ce qui est travaux de réhabilitation lourde ou un diagnostic spécifique relatif à la gestion des déchets est précisé et prévu pour ce type d'opération. Voilà, mais également, vous trouverez là les informations qui doivent figurer sur les devis, donc les quantités, les coûts, les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets, l'installation des installations dans lesquelles les déchets seront déposés, et puis une obligation également pour les centres de collecte de déchets de délivrer, alors à titre gracieux, ça a été précisé, un bordereau de dépôt de déchets pour qu'on ait une meilleure traçabilité des déchets lors de ce type d'opération. À défaut de précision, une amende, alors une amende qui peut s'avérer assez faible compte tenu des enjeux, 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale qui ne respecterait pas ces différentes obligations. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé avec une actualité assez riche et qu'il est difficile d'aborder dans sa totalité concernant le droit de la construction. J'espère vous avoir apporté des éléments nouveaux et puis je reste, si nécessaire, à votre disposition, je pense, pour toute question.
Je ne sais pas si des questions sont prévues. Alors, Monsieur Croix, durant votre intervention, Arne Charlotte Gonner vous a transmis les questions que nous avions reçues. Donc, vous devriez les voir apparaître dans votre panneau de configuration sur la droite de votre écran, le phylactère et le point d'interrogation. De la même manière qu'on Ouais. l'avait fait. Ouais. Ah oui. Voilà. Peut-on faire une réception partielle par lot lorsque l'on est contractant général? Oui, oui, pas de problème. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est la décision que j'ai évoquée, la réception. Alors, si vous la prévoyez, là, il n'y a pas de souci. Hein. C'est possible si elle est prévue contractuellement avec le maître d'ouvrage, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, à partir du moment où vous la prévoyez et que c'est écrit, il n'y a pas de sujet, on ne viendra pas vous rechercher sur cette possibilité-là. L'arrêt vient nous dire que même si ce n'est pas prévu entre les parties, tacitement, on peut présupposer que les parties ont tacitement convenu de la possibilité d'une réception partielle par lot. Voilà, c'est vraiment l'arrêt qui vient nous dire que tacitement quelque chose a été convenu par des parties, mais tacitement, quoi. Voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu comment on pourrait dire une spécificité du droit français qui admet que du silence peut naître l'expression d'une volonté, c'est-à-dire les parties en ne disant rien peuvent s'être mises d'accord de procéder à une réception partielle par lot. Mais si c'est écrit, si c'est convenu, alors là, aucun souci. Hein. Voilà, et ça, Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Obligé. Alors, attendez, je vois. Pour les procédures en cours faisant l'objet d'un sursis Excusez-moi, à Monsieur statuer. Croix, vous avez la possibilité de détacher le panneau de questions de la petite partie droite. Vous savez, c'est sur la ligne question, à droite de la croix. Vous avez un cadre blanc avec une flèche qui part du bas à droite et Ah qui oui. va vers le haut gauche. Et comme ça, vous l'aurez en plein écran. Enfin voilà, ce sera plus commode pour vous. Et personne d'autre que vous ne voit ce que vous présentez. Voilà. Ah, bon. Concrètement, comment préconiser d'interrompre la prescription entre les co-obligés au stade du référé? La meilleure chose, c'est malheureusement, on va dire qu'on va revenir à des pratiques qui se faisaient avant, c'est-à-dire dès à présent de faire une procédure au fond et de demander le sursis à statuer de la procédure au fond dans l'attente de l'expertise. Voilà, c'est la seule, enfin, c'est ce qui va être, je pense, le mieux possible. Alors, il y a deux solutions. Si vous êtes tous appelés dans la même procédure au stade du référé, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les protestations en réserve ne constituent pas une interruption de la prescription à l'égard de votre co-obligé. Donc, attention au stade du référé. Est-ce qu'il faudrait faire peut-être des conclusions en disant qu'on aura l'intention d'appeler éventuellement en garantie son co-obligé? À voir. Sinon, la meilleure chose et la chose la plus sûre, ce serait effectivement de revenir à une assignation au fond avec une demande de sursis à statuer. Voilà. Toujours pas. Alors, il y a une autre question, je viens à votre secours. Là, il n'arrive toujours Concernant pas. Ouais. la responsabilité décennale des travaux de reprise. Donc, la personne Oui, demande, vous évoquez deux conditions, sont-elles cumulatives? Autrement dit, si les travaux de reprise ne permettent pas de remédier aux désordres oui. initiaux, mais ne les aggravent pas, la responsabilité Oui, si, décennale. si, c'est une condition, c'est une condition alors, cumulative, on va dire oui. Hein. Là, vraiment, l'arrêt nous dit non seulement ça n'a pas permis de résorber les désordres initiaux, mais ça les a aggravés. Voilà. Mais les désordres ont continué à s'aggraver. Donc oui, vraiment, l'aggravation est une des conditions. Mhm. Et toujours sur ces travaux de reprise, du coup, une autre question sur cela signifie, au niveau du délai, cela signifie donc qu'un nouveau délai décennal commence à courir à compter des travaux de reprise? Eh bien oui, les nouveaux travaux de reprise font l'objet d'une réception et la responsabilité du nouvel intervenant, effectivement, va avoir une durée de 10 ans.
droit, mais avec une garantie sur des travaux antérieurs qui ne sont pas les siens. Ouais. Doit-on demander une attestation d'assurance à la date de la DROC ou l'intervention effective de l'entreprise sur le chantier? Quid si l'entreprise n'existait pas encore à la date de la DROC? Ah voilà, j'ai réussi. Alors attendez, c'est quelle question? Alors elles ne sont pas numérotées, alors c'est un petit peu compliqué. C'est une personne qui s'appelle Laura qui l'a posée. Laura. Je ne vois pas la question de Laura. Anne-Charlotte, tu peux peut-être donner l'heure à laquelle la question a été posée? C'est Ouais. Ah oui, simple. 15h06. Voilà. 15h06. Je ne vois pas non plus. Alors, c'est la troisième colonne oui, du module c'est classé question. dans l'ordre inverse. C'est classé dans l'ordre inverse. Ouais, ça commence à… Non. 15h06. Ah. Doit-on demander une attestation d'assurance à la date de la DROC ou à l'intervention effective de l'entreprise sur le chantier? Alors maintenant, c'est lors de son intervention sur le chantier qui compte. La DROC, qui était la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, a disparu. Et c'est la date d'intervention sur le chantier qui va compter pour les attestations d'assurance. Et si l'entreprise n'existait pas encore à la date de la DROC, la date de la DROC, peu importe, à partir du moment où elle intervient sur le chantier, c'est qu'elle est censée exister. Donc maintenant, c'est une attestation au moment où elle intervient sur le chantier. Parfait, merci beaucoup. On a aussi des questions sur la réception partielle par l'eau. Oui. Peut-on faire une réception partielle lorsque l'on est contractant général? Excusez-moi. Ah oui. Non, mais il n'y a pas de… Ouais. Il n'y a pas de… Voilà. Ce que je disais également aussi, c'est que le principe, c'était l'unicité de la réception. C'était la volonté du législateur, c'est-à-dire on arrête avec toutes ces réceptions qui vont être différentes au sein des lots, au sein d'un même lot, entre les différents titulaires, entre les différentes parties d'un même marché, enfin bon, peu importe. Là, aujourd'hui, la Cour de cassation revient totalement là-dessus et permet la possibilité de réception distincte pour chacun des intervenants à partir du moment où c'est défini avec le maître d'ouvrage ou même si ça n'est pas défini avec le maître d'ouvrage puisqu'il y a désormais une réception tacite possible par lot. Voilà, donc partiel par lot. Donc tout est possible en matière de réception. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne pense pas qu'on ait le temps de toutes les voir. On va en prendre une dernière, si vous le voulez bien. La dernière, ce serait lorsqu'une DO est sollicitée pendant le délai de GPA, doit-on intervenir en préfinancement pour tout type de désordre ou seulement pour les désordres de type décennal? Uniquement pour les désordres de nature décennale. La condition, c'est la mise en demeure restée infructueuse et que le désordre soit de nature décennale. De gravité décennale, c'est-à-dire que le désordre rend impropre l'ouvrage à sa destination, porte atteinte à sa solidité ou porte atteinte à la sécurité des personnes. Voilà. Donc, c'est vraiment les deux conditions, la mise en demeure et un désordre de nature décennale. Si ça n'est qu'un désordre inesthétique et des problèmes ou de conformité, puisqu'il peut y avoir des problèmes de non-conformité qui n'entraînent pas de désordre, là, la DO n'intervient pas. Et ce qui pourra intervenir, là, dans ces cas-là, c'est une garantie de bonne fin de travaux. Voilà, c'est totalement autre chose. Ce n'est pas une garantie d'achèvement. Voilà, faut vraiment distinguer le fait qu'il faut qu'on ait des désordres et qu'il ne s'agisse pas d'un défaut d'achèvement ou une non-conformité qui n'ait aucune conséquence, si ce n'est de ne pas être conforme au marché. Voilà. Eh bien, écoutez, parfait. Je vous remercie chaleureusement d'avoir animé cette conférence avec beaucoup de précision et répondu aux questions également. Merci à l'ensemble des participants. Donc, vous pourrez retrouver la diffusion donc de cette conférence très prochainement. On vous l'enverra par mail, il me semble. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Et à bientôt. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir.